Bon vendredi soir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir. Ça me fait toujours plaisir, mais ce soir, je suis particulièrement contente parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup à cœur qu'on va aborder et j'avais hâte de faire cette émission avec vous. Alors, pour ceux qui sont nouveaux au poste, mon nom est Chantalane Dumas, je suis naturopathe agréée, mais également formée en anthropologie médicale et à d'autres approches en santé dont je vais vous parler un peu plus ce soir. Et j'anime comme ça et produis cette émission de façon hebdomadaire et on aborde ici toutes sortes de sujets qui touchent la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Alors, j'ai différents produits. Le Santé sans censure, habituellement, on fait le tour d'une thématique en santé. Des fois, j'ai des invités. C'est le cas ce soir. Des fois, c'est plus moi qui vous fais une présentation. Les dimanches soirs, on a des belles rencontres du dimanche soir, là. On se laisse aller avec toutes sortes de sujets. Le but étant juste de se retrouver entre nous, de briser l'isolement, de partager nos ressources. Et donc, on fait ça avec beaucoup de plaisir aussi les dimanches soirs et les lundis soirs. C'est l'actualité en santé. Là, j'aborde 4-5 thématiques en lien avec ce qui se passe dans l'actualité, mais toujours dans une analyse critique, géopolitique, à la sauce chantalane, comme vous les aimez. Donc, c'est plusieurs émissions par semaine. Il y en a pour tous les goûts. Vous les retrouvez sur mes murs Facebook, mais également sur ma chaîne YouTube. Systématiquement, les actualités en santé sont diffusées en parallèle sur la chaîne YouTube et les autres, je les télécharge par la suite. Vous remarquez que je ne mets plus de lien de recherche depuis déjà un bout de temps dans les entêtes des lives parce qu'évidemment, ça me rend encore plus victime de la censure des big tech. Alors, pour contourner, j'ai créé un membership au coût de 50 par année pour les gens qui veulent recevoir les documents de recherche, avoir accès à tous mes lives organisés. Ça a été une grosse aventure la dernière année, mais ça s'en vient à bon port. Et donc, vous allez avoir un bel endroit où vous allez pouvoir retrouver mes lives par catégorie parce qu'il y a aussi une autre série qui s'appelle Chantalane sans censure, qui sont les lives que je fais de manière complètement spontanée quand j'ai envie de partager avec vous autres, quand il m'arrive des aventures et des mésaventures au pays de la République dominicaine. Et donc, parfois, je m'assois et je lance un live et les gens voulaient les avoir aussi. Donc, il y a en réalité 4 grandes thématiques dans mes lives. Alors, ce soir, sans plus tarder, on va rentrer dans la thématique qui me touche beaucoup, qui sont ce qu'on appelle en anglais les Adverse Childhood Experiences ou des expériences adverses qui surviennent durant l'enfance. On les appelle de leur nom anglais en général parce que c'est né d'un projet américain dont je veux vous faire part parce que ce qui m'a amené en réalité à m'intéresser à tout l'aspect psychologique, à l'aspect émotif et à l'aspect trauma en santé, c'est d'abord évidemment mon propre parcours. J'ai malheureusement été une des personnes qui a subi une enfance avec plusieurs traumatismes. Et donc, toute ma vie, j'ai essayé de trouver des réponses pour essayer d'optimiser ma santé. J'ai fait bien des détours et j'ai eu bien des ennuis de santé. Et c'est d'abord ma propre quête personnelle, comme on dit aussi souvent en anglais, le wounded healer, donc le guérisseur blessé. C'est un archétype, mais malheureusement, c'est très souvent le cas, surtout dans les approches complémentaires en santé. Souvent, on arrive là parce qu'on n'a pas eu de réponse dans les approches conventionnelles et qu'on cherchait parce qu'on voulait aller mieux. Et c'est mon cas, je ne fais pas exception à cette règle des wounded healers et je l'ai toujours exprimé bien humblement en toute authenticité parce que je pense que c'est pas parce qu'on est des cliniciens qu'on a toutes les réponses. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On est des êtres en cheminement, pareil comme vous tous, et on fait des bons coups, des moins bons coups, quand bien même
on étudie là-dedans, combien même on a 26 ans d'expérience clinique, comme c'est mon cas. On a encore nos difficultés, on a nos chemins de croix. Et je pense que lorsqu'on arrive à trouver des solutions, quand on arrive à trouver des réponses, eh bien, c'est bien de les partager entre nous parce que ça peut en aider d'autres. Donc, je pars toujours de ce principe et c'est pour ça que je partage gratuitement les émissions que je partage en vous demandant de m'appuyer parce que, évidemment, dès qu'on travaille dans le corporatif, je le sais parce que j'y ai baigné pendant presque un quart de siècle, eh bien, on n'a pas la même liberté d'exprimer ce qu'on veut réellement dire, surtout depuis les censures qu'on connaît depuis la pandémie. Donc, c'est mon cheminement d'une part, mais c'est aussi parce que je me heurtais à différentes limites et je vais vous donner un exemple concret qui va, je l'espère, vous aider à comprendre. Je trouve que les problèmes de sommeil sont un bon exemple euh, de la nécessité d'avoir plusieurs cordes à notre arc comme cliniciens et pour que les gens aussi sachent que parfois, il faut aller consulter dans différentes approches pour avoir des pistes de solutions. Alors, évidemment, la naturopathie, c'est le recours à des moyens naturels qui vont adresser les 4 piliers de la santé que sont la santé physique, donc de par l'activité physique, évidemment, l'alimentation, l'environnement. Là-dedans, on peut rentrer tout ce qui est ondes électromagnétiques, métaux lourds, par exemple, et l'aspect émotionnel, évidemment, psychosoma. Et donc, on a déterminé qu'on est la résultante de ces 4 composantes et grâce à des moyens naturels, on va aller optimiser, détoxifier, supporter, etc., chacune de ces composantes. Alors, évidemment, la naturopathie, bon, ça a été ma première arme puisque ce sont des plantes, en l'occurrence le agria, l'orange amère, qui ont sauvé ma vie lorsque j'avais 25 ans parce que j'ai contracté la fièvre typhoïde quand j'habitais ici, dans ma première vie, alors que je travaillais en tourisme. Et après 2 ans d'antibiothérapie, beaucoup de dommages à mon tube digestif, on n'arrivait pas en médecine conventionnelle, malgré le fait que j'ai été internée, qu'on m'a pompé des antibiotiques par voie intraveineuse, on n'arrivait pas à me sortir de ce pétrin. Et le gastro-entérologue de l'époque m'a ni plus ni moins laissé aller mourir chez moi. J'étais rendue beaucoup trop malade pour pouvoir voyager seule au Canada. Je n'avais personne pour venir me chercher. Et donc, je me suis en allée chez moi avec mon époux de l'époque, supposément pour mourir. Mais à 25 ans, moi, j'avais d'autres projets que de mourir. Et je me suis dit, bon, au Québec, on a la grippe, on a de la gomme d'épinette puis de sapin. Moi, j'ai grandi en Abitibi. On se faisait des ponces de gin avec de la gomme d'épinette et de sapin. Je me suis dit, eux autres, ils ont des parasites, ils ont la typhoïde, ils ont sûrement des remèdes naturels pour la typhoïde. Et effectivement, j'ai trouvé un bouquin qui avait des remèdes naturels et on parlait des oranges amères. Et j'ai fait des décoctions d'oranges amères et c'est comme ça que je me suis sortie tranquillement de la fièvre typhoïde, mais évidemment, tous les dommages que j'avais à mon tube digestif étaient encore entiers. Et c'est suite à mon retour au Canada que j'ai commencé à consulter avec Joanne Verdon, parce qu'encore là, les médecins conventionnels n'avaient que des antiacides à me proposer, mais rien qui pouvait me guérir. Et c'est Joanne Verdon, naturopathe bien connue, qui m'a pris sous son aile et qui m'a redonné littéralement la vie. Et j'ai été tellement impressionnée par la médecine naturelle. Je pense qu'en réalité, j'avais toujours voulu faire ça, mais en grandissant en Abitibi, j'avais juste entendu parler de chiropratie. C'était pas réaliste pour moi. Ça se donnait juste au Palmer College de Toronto à l'époque. Imaginez la petite fille de Val-d'Or qui parlait français. Et donc, j'avais cet appel en moi d'être une guérisseuse, mais je ne voyais pas de quelle façon. Et suite à mon parcours, eh bien, j'ai atterri en naturopathie. Et donc, en naturopathie, ben, à l'époque, on était perçus comme des granos et moi, j'en ai fait un petit peu une mission de vie d'amener la naturopathie à un niveau scientifique. Je n'étais pas la seule. Du côté américain, il y avait des gens comme Michael Murray avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et c'était l'époque où on a voulu vraiment asseoir la naturopathie dans la science, découvrir les principes actifs des plantes, avoir un langage scientifique qui était le même que
experts du côté de la médecine conventionnelle. Et donc, on a beaucoup fait progresser quelque part la naturopathie, puis j'ai enseigné, puis j'ai donné des formations pour différentes compagnies. Et donc, on m'a connue pour mon côté assez rigoureux, assez scientifique comme naturopathe. Et là, quand on arrive, par exemple, avec des troubles de sommeil, on sait que le sommeil, ça dépend en grande partie d'un neurotransmetteur dans notre corps qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine est faite à partir de la sérotonine, qui est faite à partir d'un acide aminé qu'on retrouve dans nos protéines, qu'on appelle le 5-hydroxytryptophane ou le tryptophane. Et donc, les gens qui ont des troubles de sommeil et qui prennent des médicaments de type somnifère vont travailler sur cette voie de la sérotonine qui est convertie en mélatonine. La sérotonine a besoin de deux cofacteurs, donc des vitamines qui vont venir activer les enzymes qui font les transformations. Ces deux cofacteurs sont la B6, donc la pyridoxine, et le magnésium. Alors, très souvent, quand les gens sont carencés en B6 ou ont des problèmes à la transformer dans sa forme finie en raison de petites variations génétiques qu'on peut aujourd'hui tester grâce à des tests comme Love My Health, eh bien, les gens vont avoir de la difficulté à produire leur sérotonine et leur mélatonine. Alors, aujourd'hui, on a des suppléments de vitamine B6 dans leur forme bioactive qui vont nous permettre de les aider à résoudre ce problème de sommeil. Ou encore, c'est qu'ils ne consomment pas assez de protéines ou qu'ils n'ont pas assez de magnésium. Alors, on fait des tests, on découvre qu'est-ce qui se passe, on donne les bonnes vitamines dans les bonnes formes, suffisamment de protéines, on enlève ce qui pouvait empêcher la bonne absorption des protéines, comme les médicaments antiacides, comme les inhibiteurs de pompe à protons. Ça, c'est des impacts gamètes de ce monde. Et normalement, la personne va réussir à dormir. Mais malheureusement, il y a des gens que même lorsqu'on fait tout le travail pour leur permettre de dormir correctement, eh bien, ces gens-là n'arrivent toujours pas à dormir. Alors là, on dit, alors le problème n'est pas dans la voie de la sérotonine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me documenter sur quelles pourraient être les autres causes qui vont empêcher, par exemple, quelqu'un de dormir. Alors là, ben, on tombe dans les thérapies, par exemple. Et j'ai fait 2 ans d'approche thérapeutique en intelligence psychocorporelle pour aider à débloquer, par exemple, des mémoires que le corps pourrait avoir gardées suite, par exemple, à des abus sexuels. On comprend qu'une petite fille qui a subi l'abus dans la maison et que ça se passait la nuit quand il dormait dans sa chambre, eh bien, elle peut développer cet état d'hypervigilance parce que quand elle va dormir, il y a des abus qui surviennent. Alors même si cette personne a suffisamment de protéines, de vitamine B6 et de magnésium, vous comprenez qu'il y a une espèce de vigilance, un état de veille, l'état de lutte ou de fuite permanent qui vont l'empêcher de trouver le sommeil. Alors, des fois, on peut faire de la thérapie pendant des années, savoir que l'origine du trouble du sommeil est là, mais ne pas arriver à pouvoir se départir de cette mémoire cellulaire qui nous affecte. Alors là, je vais aller étudier 4 ans d'homéopathie parce que l'homéopathie permet de décristalliser des mémoires, permet de travailler tout l'aspect énergétique. Et la plupart du temps, ça va fonctionner avec une combinaison des différents outils. Mais il y a encore des patientes et des patients chez qui tout ça ne fonctionne pas. Et là, moi, j'aime avoir un taux d'efficacité assez élevé dans ma pratique et quand je n'arrive pas à solutionner, ça m'embête. Donc, j'ai poursuivi mes recherches et depuis environ 4 ans maintenant, j'ai commencé à faire des formations continues avec un organisme aux États-Unis qui s'appelle le MICAB sur la résolution des traumas. C'est toute l'approche somatique qui a été mise sur pied par Peter Levine, entre autres, mais maintenant d'autres chercheurs comme le chercheur canadien Gabor Maté, qui est médecin, mais qui a fait beaucoup de travail avec les psychédéliques, beaucoup aussi dans l'approche somatique, se sont joints donc à ces gens. Et je travaille de plus en plus des approches inspirées de l'approche somatique pour aller résoudre les traumas. Donc, je vais vous parler ce soir de cette étude parce que c'est bien que moi je vous en parle et que je vous donne l'exemple de quelqu'un qui peut avoir un trouble de sommeil parce qu'en réalité, il y a eu des traumatismes dans l'enfance et que ce traumatisme maintient la personne en dominance de son système nerveux sympathique, donc dans
ce fight or flight response ou l'état de lutte ou de fuite, mais il y a toutes sortes de situations qui sont pas nécessairement aussi graves que des abus sexuels durant l'enfance. Et c'est ça qui est peut-être nouveau dans tout ce que les ACE, cette étude en réalité nous a apporté. C'est qu'avant, on parlait de traumatisme, par exemple, pour des soldats qui étaient allés à la guerre et qui avaient des troubles de sommeil du retour, on parlait de stress post-traumatique. Mais on n'avait pas compris que toutes ces expériences traumatisantes ou adverses vécues durant l'enfance peuvent aussi se manifester à l'âge adulte par des ennuis de santé. Bon, tout au long de l'enfance aussi, évidemment, mais particulièrement à l'âge adulte. Alors, on a découvert ces ACE un petit peu par hasard. C'est un programme de recherche qui est mené entre les années 95 et 97 par le Centre pour le contrôle de la prévention des maladies et le département de médecine préventive de Kaiser Permanente de San Diego. Et Kaiser Permanente, c'est une espèce d'assurance donc qui couvre beaucoup de gens et donc ils ont assez de participants pour être capables d'extraire des statistiques. Vous savez que c'est une des forces des compagnies d'assurance. Alors, il y avait une étude qui avait été réalisée dans les années 80, avant ça, par un chercheur du nom de Vincent Felitti. Et Felitti avait fait une recherche sur l'obésité avec un groupe de 286 volontaires. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'environ la moitié des volontaires, même s'ils avaient perdu du poids, avaient décroché de l'étude. Et ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Si jamais là, vous avez eu des bons résultats, pourquoi vous décrochez comme ça? C'était quand même la moitié des participants. Et lorsqu'il a commencé à creuser un peu, puis aller voir qui étaient ces personnes qui avaient décroché, malgré qu'ils avaient obtenu un certain succès, donc il y avait quelque part peut-être un sabotage inconscient, il s'est rendu compte que la grande majorité de ces personnes, en réalité, avaient été victimes d'abus sexuels durant leur enfance. Alors lui, ça l'a interpellé parce qu'il s'est dit, c'est un petit peu comme si la prise de poids chez ces personnes-là qui ont vécu les abus sexuels pourrait être un mécanisme d'adaptation à la dépression, à l'anxiété, à la peur, une espèce de façon de s'enrober, de se protéger contre les abus, peut-être à la limite inconsciemment, hein, évidemment, de s'en les dire pour ne pas à nouveau subir l'abus. Quoi qu'il en soit, euh, donc Felitti était très intrigué, puis il s'est joint avec un autre chercheur du nom de Robert Anda, des Centres de contrôle et de la prévention des maladies, mieux connu sous la CDC, aux États-Unis. Puis ils ont lancé cette grande étude qu'on appelait la ACE sur 17 000 volontaires. Alors, sur les 17 000, euh, il y en avait plus de la moitié qui étaient des femmes. 75 étaient blanches, l'âge moyen était de 57 ans et la très grande majorité, 75 avaient fait des études, il y avait un bon emploi et évidemment des bons soins de santé aussi parce qu'ils bénéficiaient de cette assurance, donc Kaiser. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de créer ce questionnaire qu'on utilise maintenant. Beaucoup de cliniciens travaillent avec ce questionnaire qu'on appelle le ACE questionnaire pour Adverse Childhood Experiences. Et ils ont vérifié différentes catégories d'événements traumatisants qui peuvent survenir durant l'enfance et je vais vous les citer. D'abord, la violence physique, les abus sexuels, les violences psychologiques, les négligences physiques, négligence émotionnelle, très important aussi. L'exposition à la violence familiale, un enfant qui est témoin de violence, consommation de substances psychoactives au foyer, maladie mentale des membres du foyer, pas nécessairement juste les parents. On sait par exemple que si un enfant autiste qui demande beaucoup d'attention de la part des parents, bien, ça va affecter l'autre enfant qui aura peut-être pas tout le temps et toute l'attention ou toutes les ressources économiques dont il a besoin. La séparation des parents ou le divorce, bon, vous comprenez que dans les années 90, c'était un phénomène relativement nouveau. L'incarcération d'un membre du foyer également. Et ce qu'ils ont découvert, c'était particulièrement fascinant, c'est d'abord que les expériences négatives de l'enfance sont très répandues. Il y avait presque 3/4 des participants qui avaient subi
un tiers, c'est-à-dire le 2 tiers des personnes ont signalé au moins une expérience traumatisante, mais 87 des personnes ayant déclaré une expérience ont déclaré en avoir au moins un autre. Par exemple, ils avaient un parent qui consommait des drogues, mais ils avaient aussi subi de la violence physique, par exemple. Donc, le 3/4 des 17 000 participants avaient eu une expérience négative et parmi ceux qui en avaient eu, 87 en avaient eu plus d'une, 12 en avaient eu plus de 4. Et c'est vraiment cette accumulation d'expériences négatives durant l'enfance qui va affecter particulièrement notre santé. Alors, par exemple, 28 des participants à l'étude ont signalé des abus physiques, 21 des abus sexuels. C'est une personne sur 5 sur 17 000. Et on parle de femmes éduquées d'un niveau socio-économique normal. On n'est pas allé là, dans les quartiers les plus difficiles et tout ça. Donc, c'est la prévalence de ces expériences qui est particulièrement surprenante et le fait que les gens en avaient souvent plus qu'une. Et donc, les corrélations avec ça sont particulièrement importantes par rapport à l'utilisation de substances. On voit que plus le score sur le questionnaire est élevé, eh bien, plus les comportements à risque une fois à l'âge adulte, comme le tabagisme, l'abus d'alcool, de drogue, la promiscuité, l'obésité sévère, va être corrélé avec des problèmes de santé aussi, comme la dépression, les maladies cardiaques, le cancer, les maladies pulmonaires chroniques, la durée de vie raccourcie, toutes causes confondues. Donc, le fait d'avoir eu des expériences traumatisantes, et plus on en a eu, plus notre risque, en réalité, de mourir jeune est élevé. Donc, c'est quand même pas rien. Et là, vous vous demandez à quel point c'est plus élevé. Je vais vous donner des exemples qui sont extraits de cette étude sur les Adverse Childhood Experiences. Alors, le risque d'alcoolisme est 7 fois plus élevé, c'est-à-dire 700 plus élevé qu'une personne qui n'a pas eu d'événements traumatisants. Le risque de cancer est multiplié par 4. Le score est supérieur à 6 est associé à 3000 plus de tentatives de suicide. C'est incroyable, 3000 plus. Donc, évidemment, il y a des gens qui se suicident et on ne peut pas retrouver d'expériences comme ça dans leur vie, mais il y en a beaucoup aussi qui en ont vécu. Et le point, c'est que c'est un petit peu comme les expériences d'abus sexuels, c'est beaucoup plus répandu autour de nous qu'on le croit. Et évidemment, ça va affecter notre santé mentale, dépression, anxiété, tout ça, mais pas que ça. On voit l'augmentation des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le cancer, les événements cérébrovasculaires, le diabète, qui sont en réalité les causes les plus courantes de décès et d'invalidité dans les pays nord-américains. Et donc, en réalité, on pourrait dire que la première prévention qu'on pourrait faire de ces maladies, au lieu de vouloir médicamenter tout le temps plus la population, ça serait de s'assurer de fournir des ressources à ces enfants et à ces parents qui ont des enfants pour réduire le nombre d'événements traumatisants durant l'enfance parce que c'est bien documenté maintenant et on a ces études depuis la fin des années 90. Alors imaginez, ça fait au moins 25 ans qu'on sait tout ça. Mais pourtant, en médecine conventionnelle, combien de fois vous avez visité le médecin et que le médecin vous a demandé est-ce que vous avez vécu des événements traumatisants durant votre enfance? On fait comme si ça n'existait pas, alors que la science, elle est claire à cet effet-là. Évidemment, d'envoyer les gens en thérapie, d'adresser leur trauma euh, et de résoudre leur diabète et leur maladie cardiovasculaire et leur obésité, c'est pas payant pour Big Pharma. C'est toujours la même histoire, c'est follow the money. Alors, plutôt que d'admettre qu'on a cette problématique beaucoup plus répandue que ce qu'on aime nous faire croire et d'adresser les causes. Vous savez, par exemple, au Québec, dans la dernière année, on a modifié la loi sur la primauté parentale pour toujours donner plus de pouvoir à l'État, réduire
le- l'emprise des parents, on veut imposer des programmes d'éducation sexuelle qui sont complètement catastrophiques avec toute la philosophie woke. Et on sait aujourd'hui que si un enfant a des problèmes durant l'enfance, ça va affecter sa santé à l'âge adulte. Pourquoi ne pas plutôt investir de ce côté-là? On a fait des réformes au sein de la DPJ, ça n'a pas l'air de donner les résultats qu'on attendait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'arrive pas à conscientiser l'importance d'appuyer les parents? D'appuyer les parents, bien, vous savez, c'est une question globale. C'est comme quand les professeurs présentement manifestent pour avoir des augmentations de salaire et des meilleures conditions. C'est sûr que je les approuve, mais d'un autre côté, il faut comprendre que ce qui se passe dans les classes, parce qu'on demande qu'il y ait 60 des élèves d'une classe qui aient des plans d'intervention pour intervenir, on sait très bien qu'il n'y a même pas le personnel pour faire des plans d'intervention pour 60 des étudiants, donc ça n'arrivera pas. Et quand on est rendu à avoir 60 des enfants dans une classe qui ont besoin d'un plan d'intervention, il faut qu'on se regarde comme société et se demander c'est quoi le problème. Ça aurait-tu rapport avec ce dont je vous parle à toutes les semaines, les viandes Frankenstein, les métaux lourds, la mauvaise gestion du stress, le sucre, le fait que notre alimentation est appauvrie, le fait que parce que on doit maintenant cumuler les emplois et les rôles pour arriver à joindre les deux bouts, qu'on ait des familles la plupart du temps séparées, recomposées, et qu'on n'a plus le temps de cuisiner des bons repas à la maison. On est toujours sur un pied ou sur l'autre. Savez-vous, un enfant dans une journée, combien de fois il se fait dire dépêche-toi, dépêche-toi pour t'habiller, dépêche-toi pour prendre l'autobus, dépêche-toi pour aller à l'école, dépêche-toi pour déjeuner, dépêche-toi pour dormir, dépêche-toi pour faire tes devoirs, dépêche, dépêche, dépêche. Imaginez ce que ça fait pour un petit système nerveux. Et en même temps, je ne blâme pas du tout les parents, je viens de vous le dire. On est pris entre l'arbre et l'écorce parce qu'on a des comptes à payer et on a toujours plus d'exigences. Souvent, il faut faire des retours aux études pour maîtriser les nouvelles technologies, apprendre des langues, faire ce qu'on peut pour conserver nos emplois. Des fois, ça ne se passe pas si bien que ça pourrait dans les gardes partagées. Donc, c'est extrêmement stressant comme mode de vie et les enfants, nos petites éponges, absorbent tout ça. Et quand on est nous-mêmes hyper stressés, hyper fatigués, on a la mèche courte. Alors, des fois, c'est peut-être tentant de donner un téléphone à l'enfant ou une tablette pour pouvoir avoir 5 minutes pour ramasser nos pensées. Et quelque part, l'enfant peut souffrir d'une certaine forme de négligence parce que l'enfant est debout, est parti de la maison depuis 6 heures, 7 heures le matin et à 6 heures, 7 heures le soir, la mère le met ou le père le met devant la tablette pour être capable de faire les lunchs, faire la vaisselle et tout ça. Et c'est une forme de maltraitance. Il faut vraiment revenir à passer plus de temps en famille, à faire des repas en famille. Et là, vous me dites, ouais, Chantal, c'est facile, mais non, il y a toujours des moyens. C'est une question de recadrer nos priorités. Mais je pense que ça passe déjà par la prise de conscience de l'importance de ces facteurs durant notre enfance pour avoir une meilleure santé à l'âge adulte. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est passé mon enfance. Je suis pris avec ça maintenant que je te dis. Vous allez voir qu'il y a des solutions. Je vais vous en faire part à la fin de l'émission. Mais là, je vais aller chercher. J'ai un invité ce soir qui s'appelle Michel, que je vais découvrir avec vous. On s'est parlé brièvement aujourd'hui. Mais Michel va nous faire part un peu de son expérience et je vais décortiquer ça avec lui. Je vous ai aussi mis le lien si vous voulez venir nous rejoindre en ondes une fois qu'on aura fait un petit bout de temps avec Michel. Si vous vous identifiez à ces expériences négatives de l'enfance ou traumatisantes de l'enfance et que vous avez eu des ennuis de santé, que vous pensez que c'est en lien avec ça, venez nous partager vos outils ou sinon, si vous êtes encore en recherche d'outils, venez quand même nous en parler. Je vais essayer de vous aider et on va regarder ensemble des pistes de solutions puis des petits trucs qu'on pourrait mettre en place pour essayer de sortir de ce cycle infernal des abus et des troubles de santé. Alors, sans plus tarder, je vais aller chercher Michel. J'ai déjà fait patienter un bout de temps. J'ai fait une petite mise en entrée, plus longue que prévu. Bonsoir, Michel. Merci de ta Bon, patience. ça va. J'ai eu 3 enfants, j'ai développé ma patience. Bon, c'est merveilleux. Et je suis contente que tu sois là. Je suis contente aussi
d'avoir la parole d'un homme souvent dans ce genre d'émission. C'est surtout des femmes qui viennent nous parler de leur expérience. Donc, on est très contente. Je suis chanceuse, moi, depuis un bout de temps, même avec les belles rencontres, on a parlé de relations amoureuses et du bien vieillir. On avait des points de vue masculins. Les femmes sont toujours très contentes d'entendre aussi ce qu'en pensent les hommes. Alors, merci d'être là et d'avoir répondu à mon appel. Alors, Michel, toi, tu t'identifies comme quelqu'un qui a été touché par un des points que j'ai cités par rapport aux expériences difficiles de l'enfance. Oui, effectivement, je fais partie de la, j'ose croire, probablement de la dernière génération de ce qu'on appelle les pères manquants, donc pères absents. J'ai eu un papa, mais qui a combiné deux emplois pratiquement toute sa vie. Parce que, bon, il y avait 4 enfants, puis c'était pas des gros salaires. Et d'autre part, ben, quand tu as 4 enfants, tu as 4 enfants qui viennent solliciter du temps, autant la maman que le papa. Et comme je suis un petit garçon, ben, je sollicitais peut-être un petit peu plus de temps à mon papa qu'à ma maman. Et parce que ma maman était peut-être déjà occupée avec les 3 autres, donc j'avais Aussi. compris. Mais quand on sollicite notre papa, mais il n'est pas là. Donc, tu es toujours dans le néant, dans le vide, dans des questionnements, des interrogations. Puis, comme tu dis, t'expliquais très bien, tout ça travaille dans notre petite tête. Puis, comme on n'a pas fait de cours de développement personnel ou d'aller en psychanalyse, ben évidemment, on traite ça de toutes sortes de façons, des fois bien, des fois mal. Moi, dans mon cas, je pense que j'avais une personnalité qui à la base, était assez débrouillarde et autonome. Donc, inconsciemment, probablement, je pense que j'ai trouvé des exutoires pour pouvoir survivre à tout ça parce que, tu peux pas pleurer toute la journée parce que ton père te manque, hein? Alors, puis je suis pas quelqu'un, oui, je pleure, mais j'aime plutôt rire, m'amuser et jouer. Donc, de pleurer parce que je voyais mon père partir ou ne pas être présent dans des fêtes ou dans des événements, ben, c'est à un moment donné, je pense que j'ai dû comprendre. Puis si je me ramène là, un petit peu avec ma mémoire, je pense que vers 7 ans, j'ai compris qu'il fallait que je me prenne en main. Puis ça, je remercie l'univers de m'avoir permis à ce jeune âge-là d'avoir une certaine prise de conscience. T'étais Et lequel, parce que vous étiez 4 enfants, t'étais le dans quel rang? troisième, le Le troisième. troisième. Ouais, OK. j'ai une sœur qui a 7 ans de plus que moi, une qui a 3 ans, puis j'ai un frère qui a 14 mois plus jeune que moi. Donc, j'étais le Et troisième. comment tu le vivais, toi? Parce que quand on est enfant, c'est comme par exemple le divorce des parents. Souvent, on va l'interpréter comme on a fait quelque chose de mal. On pense que c'est notre faute. Est-ce que l'absence de ton père à un moment ou à un autre, tu l'as pris, disons, personnel ou tu comprenais quand même assez bien que c'était pas par rapport à toi, c'était vraiment équitable pour tout le monde et qui Oui, n'était pas là oui, pour les autres non plus. effectivement, j'ai compris rapidement que c'était pas. Mes parents ont eu les mots d'enfant pour me faire comprendre qu'on avait besoin d'argent pour se nourrir et on avait besoin d'argent pour payer le loyer, bon, toutes sortes de choses comme ça. Moi, je suis né à Verdun, dans un quartier pauvre. Euh, Tout le monde sur la rue, c'était sensiblement le même modèle, le papa qui travaille, la maman qui reste à la maison, des familles de 3 à 7 enfants et pas beaucoup de richesse. Je me souviens au début, il n'y avait pas beaucoup d'automobiles sur la rue. Mon père a eu son premier véhicule automobile à l'âge de 55 ans. Donc, j'ai vécu les mamans à la maison. Et j'ai vu aussi comment dans la ruelle, il fallait s'occuper entre nous. Tu sais, il y avait pas un Ouais. parent il n'y avait pas de papa. Tu sais, les papas étaient en général absents. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, au contraire, il y en avait quelques-uns, mais moi, dans le quartier que j'étais, c'était comme une normalité. Oui, Donc, ben c'est l'époque aussi.
des grandes entreprises. Les gens travaillaient pour la BAT, Molson, tous ces trucs-là. Et puis, souvent, pendant de nombreuses années, des fois sur des quarts de travail aussi. Donc, c'est un petit peu comme tu l'as dit, la réalité de l'époque pour beaucoup d'hommes. Et ça, je trouve ça important, tu sais, qu'on en parle. Là, c'est un petit peu hors propos parce que ce soir, on veut parler des liens sur la santé, mais tu sais, on a parlé quand on a parlé des relations amoureuses que c'est vraiment un défi pour les hommes de nos âges parce que, évidemment, ils ont reçu un modèle comme le modèle qu'on décrit là et ils arrivent après ça dans une réalité quand c'est à leur tour d'être père et d'être conjoint qui est complètement différente. Et là, on leur demande d'accoucher, d'assister aux accouchements, de changer des couches, d'être présent, de nous aider avec la popote, on sort, nous, travailler. C'est pas le modèle qu'ils ont connu des femmes non plus. Et donc, j'ai en même temps des fois des frustrations, mais aussi beaucoup de compassion pour cette génération d'hommes que vous êtes qui avez dû vivre Oui. ce changement social On était, on, important. est, on était le point de bascule, selon Oui, moi, parce oui, que j'ai les mêmes amis depuis l'âge de 5 ans. Donc, j'ai pu voir l'évolution d'un groupe de à peu près 6 hommes. Et on a tous eu sensiblement des pères absents et des transformations du point de bascule, dans le sens qu'on a tous été marqués et on s'est tous dit consciemment et inconsciemment que nous autres, on ne ferait pas ça. Puis, exactement. donc, on a tous Exactement. été des papas présents, des papas qui se sont occupés de leurs enfants, qui ont fait beaucoup de bénévolat, qui étaient dans les sports, dans les arts. Tu sais, moi, j'ai un garçon, 2 filles. Mon garçon, c'est un joueur de hockey. Mes filles, c'est des chanteuses, des danseuses. Tu sais, donc, puis je les ai accompagnées dans tout le côté artistique. Moi, je ne suis pas artiste, quoique j'ai joué de l'orgue pendant 3 mois à l'âge de 12 ans, mais j'étais plus athlétique, sportif. Donc, mais j'avais compris que ma présence pour mes filles était importante à leurs yeux. Donc, ça, j'ai pas eu personne, j'ai pas eu besoin d'avoir personne. J'ai eu la chance, je ne sais pas d'où ça vient, de prendre Ben, conscience. une espèce de sagesse, j'ai l'impression. Ouais, Mais mais comme mes amis ont tous été comme ça avec leurs enfants. Tu sais, je ne suis pas un cas unique là, non, ben, je pense que les femmes, on vivait aussi parce que la transformation sociale, elle s'est faite à large échelle et la nécessité, je veux dire, le fait que les femmes sont entrées massivement à l'université, sur le marché du travail, qu'il y a eu les divorces et tout ça, ben, ça a fait qu'il a fallu tout le monde s'adapter puis dealer avec ça comme on pouvait. Les hommes étaient bien conscients que si les deux travaillaient, ils ne pouvaient pas arriver à la maison puis que ça sente les biscuits au gingembre comme quand leur mère en faisait quand ils étaient petits. Mais comment donc ça t'a affecté, toi, euh, ben, peut-être comme enfant, mais aussi comme homme, le fait de peut-être pas avoir réellement un modèle qui était présent ou quelqu'un qui pouvait faire des activités avec toi ou qui pouvait avoir peut-être des conversations sur les transformations dans ouais. ton corps à l'adolescence, etc. Comment ça a été pour toi? Ça a été mal au début, dans le sens que je me suis réfugié dans la nourriture et essentiellement les desserts et les croustilles et les boissons gazeuses. J'ai pris beaucoup de poids. On m'appelait Boboule, je te dirais, entre l'âge de 4 ans peut-être jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'était ma façon à moi de compenser cette anxiété, cet abandon, ce manque d'attention. Et en prenant du poids, bien, quelque part, on est moins bien. Hein? Puis parce qu'on se fait regarder, on se fait juger. Puis dans mon cas, on m'appelait Bouboule. Et je me souviens que, encore une fois, moi j'appelle ça le point de bascule, à l'âge de 11 ans, où j'ai été jouer pour une équipe de hockey très compétitive qui fournissait tout l'équipement, les pantalons, le chandail, les bas, le casque. Et j'étais le seul joueur d'équipe qui n'embarquait pas dans les culottes de hockey parce que j'étais trop gros. Donc, pendant 1 an, j'ai joué avec des vieilles culottes de hockey que mon père, que ma tante
m'avait prêté parce que mon cousin avait joué au hockey. Mais là, je te ramène dans les années 60, mon cousin avait joué au hockey dans les années 40. Donc, j'avais des culottes de hockey des années 40. Puis tout le monde avait des culottes de hockey des années 60, beaucoup plus modernes, légères. Moi, c'était des culottes en coton. Donc, si tu tombais un peu trop souvent, tu ramassais. Moi, mes culottes pesaient 3 fois le poids des autres. Mais Donc, oui, tu j'ai. ramassais toute la glace. Mais donc, il y Exactement. avait un facteur humiliation Oui, qui s'ajoutait oui, finalement à tout ça. C'est oui, ça, hein, c'est pour ça qu'on parle aussi de l'effet cumulatif des expériences exactement. de l'enfance, parce que là, on parle d'un problème, on va dire, de pauvreté. Tu sais, le papa a besoin de cumuler des emplois, donc papa est absent. Papa est absent, il y a un sentiment peut-être d'abandon, de rejet que tu compenses. Nourri avec la nourriture pour combler le manque de Aller chercher nourriture mon plaisir, affective, c'est bien ça, sûr. fallait que j'aille plaisir. Donc, le sucre Oui, et les croustilles et les oui, la boissons douceur, gazeuses, c'est ça, tout ça à venait fait. dans mon. Aujourd'hui, je le comprends, le sucre, là, mais dans ces années-là, ça venait chercher les bonnes hormones pour que j'ai. Bien sûr, Ouais. le sucre, ça aide à libérer de la dopamine. Donc oui, on comprend complètement. Et c'est horrible parce qu'après ça, ben c'est ça, là, rentre la blessure d'humiliation. Quand j'ai fait le live sur les 5 blessures que vous pouvez retrouver sur YouTube, il y en est question justement qu'on débute en général par la blessure de rejet, qui peut même commencer in utero, puis après ça, les autres blessures peuvent se rajouter. Donc, c'est vraiment ton cas jusqu'à la blessure d'humiliation. Et là, on comprend que si tu es en surpoids très jeune, on sait que l'obésité qu'on développe durant l'enfance est presque impossible à perdre après parce que quand on atteint le maximum de nos cellules adipeuses, elles éclatent et on fait de nouvelles cellules adipeuses. Et par la suite, même si on perd du poids, c'est comme si on fait juste affamer les cellules, mais il y a plus de cellules adipeuses, donc la propension à prendre du poids tout le restant de la vie va être beaucoup plus élevée qu'une personne qui n'avait pas d'obésité dans l'enfance. Donc, c'est un problème qui prédispose à plein d'autres pathologies par la suite. Alors, comment t'es-tu rendu compte de ça? Ou as-tu eu un événement, un déclencheur qui a été plus difficile, qui t'a fait faire des prises de conscience ou comment tu as géré ça? Bien, comment j'ai géré ça? Ça remonte à plusieurs années, euh, mais je dois avouer que quand je me suis réfugié, bon, parce que j'ai pratiqué pratiquement tous les sports, hockey, baseball, judo, natation, basketball, football, ballon, ballet, bowling, vélo. Et entre ça, pour remplir mon esprit, bien, je me suis lancé dans la lecture, les bandes dessinées au début et après ça, les livres d'histoire. Je suis quelqu'un qui adore l'histoire, mais l'histoire de toutes les nations, là, pas juste le Canada. Et pendant que j'étais à la bibliothèque, comme vous savez, à la bibliothèque, on n'a pas le droit de manger. Donc, ça m'a permis, la première été, de perdre un petit peu de poids et je combinais ça avec les sports. Et comme vous savez, lorsque vous êtes sur un terrain de baseball, vous n'avez pas le droit d'apporter une barre de chocolat. C'est mal vu. C'est mal vu, ou quand vous faites de la natation, nager avec une barre de chocolat, c'est pas tellement efficace. Donc, la lecture, la concentration de la lecture et du sport a éliminé beaucoup de temps vide que je mangeais. Et ça a ça m'a j'ai arrêté de prendre du poids. J'ai eu la chance de grandir très rapidement. Je suis exactement la même grandeur depuis l'âge de 12 ans. Wow. J'ai grandi D'un coup. moi, j'ai grandi, comme mon fils aussi, j'ai grandi de l'âge de 10 ans à 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'étais le plus grand joueur dans l'équipe de hockey, dans l'équipe de football, même au basketball. Tu sais, moi, je mesure 5 et 9. Là. J'étais le plus grand dans l'équipe de basketball. Mais donc, il y a eu comme un équilibre qui est arrivé. Et après ça, je t'avoue que la présence de jeunes filles, mais j'avais 2 sœurs qui avaient des amis, donc il y avait beaucoup de filles. Puis je pense que ça C'était l'a. motivant.
Ah! Écoute, Parce que, Michel, oui, oui, vas-y. non, j'entendais les commentaires qu'il faisait sur les gars. Donc, ça venait à mon oreille. Donc, j'ai peut-être été plus sensibilisé à mon apparence durant ces années-là aussi. C'est sûr que d'avoir des sœurs aussi, des fois, elles passent leurs petits commentaires. Mais je vais valider quelque chose avec toi parce que quand on parle de pères absents, évidemment, je me suis plus intéressée à l'impact des pères absents sur les femmes parce que la majorité de ma clientèle est composée de femmes. Et j'avais écouté une entrevue à Oprah avec un spécialiste de la question à un moment donné que j'avais trouvé très intéressant parce que lui, ce qu'il expliquait, c'est que lorsque le père, parce que le père est associé en réalité à notre relation à l'extérieur, notre relation avec le côté social, la mère, c'est notre intimité. Et pour les femmes, lorsque le père est absent, absent physiquement ou absent pour d'autres raisons, comme c'était le cas du tien, ce que ça va créer, c'est l'absence d'une d'une voix intérieure. Il donnait l'exemple, par exemple, l'homme qui a toujours dit à sa fillette à quel point elle est précieuse, à quel point elle mérite d'être bien traitée, tout ça, et qui la traite bien, créer un standard pour sa fille. Et quand il va commencer, par exemple, à rencontrer les amoureux de la fille, puis qu'il va lui dire, lui, c'est un bon à rien, je veux pas que tu fréquentes celui-là, nanana. C'est sûr que la fille est dans l'adolescence, puis sa job, c'est de tester les limites des parents. Donc, ça se peut qu'elle fréquente quand même. Sauf que quand ça va moins bien, elle va avoir cette voix intérieure du père qu'elle a internalisée, qui va lui dire c'est un bon à rien, il ne te traitera pas comme il faut, etc. Et ça lui donne cette espèce de barre en bas de laquelle elle ne veut pas descendre et elle va plus facilement s'extirper de cette relation-là. Qu'est-ce que tu dirais qu'est l'impact pour un homme lorsqu'il n'a pas cette voix internalisée de son père? Ben, je pense que c'est probablement si je compare à mes amis autour de moi, qu'on a sensiblement tous la même chose, c'est le développement. On se développe, en tout cas, si tu tombes malheureusement dans le piège, c'est que tu ne te développes pas autant parce que tu n'as pas d'encouragement. Ma mère n'est jamais venue à aucune activité récréative ou sportive pour différentes raisons. Donc, quand tu fais du sport, tu as besoin tu sais, comme tu disais tantôt, la jeune fille dont son père va dire t'es jolie, t'es belle, t'es douce, t'es extraordinaire. Le garçon, nous, c'est souvent soit sur le plan intellectuel, dans le sens performance scolaire ou performance sportive. Je te dirais surtout performance sportive, quoique Qui est j'étais bon, qui est capable, oui, qui c'est ouais. ça. Puis moi, j'étais un premier de classe dans ces années-là. Puis mon père ne m'a jamais dit quoi que ce soit par rapport à mes performances scolaires. C'est moi dans la famille qui avait les meilleures notes. Et au niveau du sport, la même chose. Puis tu sais, au niveau du sport, tu sais, moi, j'entendais tous les pères là, qui encourageaient leurs fils ou même les mères. Et, tu sais, moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Donc, Ouais. j'ai été obligé d'aller puiser ailleurs. Et encore une fois, je pense que c'est fait inconsciemment. J'ai été me chercher un autre père, qui était mon oncle, qui était mon coach de hockey. Et c'est ces hommes-là qui m'ont permis de développer tout mon potentiel, puis de maintenir, je pense, un équilibre sain, dans le sens que, tu sais, bon, je ne te le cacherai pas, surtout dans le milieu du hockey, je fais partie de la génération que tout le monde buvait et tout le monde fumait. Moi, je n'ai pas bu et je n'ai pas fumé. Ça a comme. Je pense que si je n'avais pas eu ces deux hommes-là, mon père est alcoolique, mon père fumait. Tous les papas dans mon voisinage étaient alcooliques et fumaient. Et avaient tous des bédaines, ne faisaient aucun sport. Donc, j'avais tout ça. Ouais. Je pense que j'aurais tombé Ça, tu facilement. n'aurais pas eu de modèle nécessité pour le Non. sport. Et donc, Ouais. mais c'est bien que tu as été capable quand même de t'en trouver un.
Et c'est vrai que c'est important et que on est tellement résilients, les humains, qu'on essaie de compenser d'une manière ou d'une autre, mais en même temps, ça nous aide à voir à quel point ça a pu être facile dans des contextes comme ça, que des prêtres ou que certains entraîneurs et tout ça abusent de leur relation de confiance avec des enfants qui cherchaient une figure de père, autant les petits garçons que les petites filles, parce que Oui. on arrivait carencé, on arrivait avec des besoins et puis nécessairement, on était prêt à les admirer, puis on avait tellement besoin effectivement, de se faire dire qu'on était correct, qu'on était bon dans ci, qu'on était bon dans ça. Mais il faut dire aussi qu'à cette époque-là, on valorisait pas nécessairement l'éducation. Tu sais, les gens, ils trouvaient un job dans une shop, puis ils restaient là une vingtaine d'années, puis donc on valorisait pas nécessairement les études, mais tout ça aussi, tu sais, c'est ça la réalité qu'on a vécue au Québec, ce que tu décris, ce que je décris, parce que c'est facile aujourd'hui euh, de dire les hommes québécois sont comme ci, sont comme ça, mais il faut comprendre d'où on vient. Hein. Tu sais, on se souvient, là, c'était une vraie devise avant la pandémie. Donc, faut vraiment regarder c'était quoi le contexte social et qu'est-ce qui a créé ça. C'est que les hommes, souvent, ils n'en ont pas eu de modèle. On est la génération qui a connu les divorces ad nauseam. Donc, la plupart des divorces sont survenus dans les années 70-80. Après ça, ça s'est stabilisé. Donc, ça aussi, ça a pété un peu notre ballon de c'était quoi les relations amoureuses, puis c'était quoi qu'on pouvait s'attendre. Puis, tu sais, ce que tu parles par rapport au sport, ça me fait aussi conscientiser parce que quand mon fils était jeune, il y avait un meilleur ami qui était un jumeau avec une jumelle. Et le père de ces jumeaux-là était beaucoup plus âgé, il avait comme 20 ans de plus que la mère. Et donc, il était dans cette situation-là où il avait pas joué, pas fait de sport avec son fils. En plus, il était séparé de la mère. Et Sean avait toujours une espèce de malaise quand on allait tirer la balle au parc et tout. Puis à un moment donné, je me rends compte, c'est parce qu'il savait pas lancer la balle. Il était rendu une dizaine d'années, il savait pas lancer puis attraper la balle. Et donc, je dis, ben, on va te l'enseigner, Sean, c'est pas problématique. Mais là, il se trouve que Sean est gaucher. Donc, les gants de baseball qu'on avait, c'était pas adéquat pour lui. Alors, je suis partie, on était pas loin d'un Canadian Tire, j'étais allée lui acheter un gant de gaucher. Et on a appris comme ça à Sean à lancer la balle. Mais cet enfant-là, jusqu'à son âge adulte, quand je le voyais, toujours me disait, te rappelles-tu quand on a appris à lancer la balle, te rappelles-tu quand on est allé en camping? Pour lui, ça avait été des événements vraiment majeurs dans sa vie parce qu'effectivement, cet enfant-là n'avait pas trouvé la figure paternelle et c'est dommage parce que c'est un petit bonhomme qui avait un physique assez impressionnant. Probablement que s'il avait été encouragé dans cette voie-là, il serait peut-être devenu un bon sportif. Mais effectivement, et donc quand on parle de sport, ça a l'air anodin, mais c'est pas du tout anodin. On sait que les hommes sont câblés pour être des chasseurs avec la poussée de la testostérone à l'adolescence. Donc, cette, cette, euh, cette capacité à aller faire des sports et à développer la compétitivité quand on est jeune, c'est une espèce d'entraînement pour devenir chasseur à l'âge adulte. Dans beaucoup de tribus traditionnelles ou de cultures traditionnelles, il y a tous les rituels de passage de l'adolescence. Et donc, dans ton cas, ben, tu l'as mis dans la nourriture. Bon, évidemment, c'est pas très sain, mais ça aurait pu être pire que ça parce que, comme on l'a dit tantôt, il y a une propension à avoir des problèmes d'addiction après. Donc, au moins, toi, c'était dans la nourriture et ça n'a pas nécessairement dégringolé ailleurs, mais peut-être aussi parce que dans ton cas, il y avait donc la négligence, on va dire, émotionnelle qui n'était pas évidemment fait par exprès de la part de ton père, mais la conséquence, c'est ça quand même. Maintenant, tu n'avais peut-être pas beaucoup des autres facteurs de risque qu'on a nommés, tu sais, parce que des fois, même si c'est une famille pauvre, comme tu dis, si tout le monde autour vit à peu près la même réalité, ben, on se sent pas nécessairement différent ou exclu. Donc, tu sais, il y a pas nécessairement de la violence, il n'y a pas nécessairement, bon, tu as nommé l'alcoolisme. Ça peut entraîner effectivement d'autres problèmes. Mais donc, tu n'avais peut-être pas
un score super élevé là, sur, mettons, le questionnaire des ACE. Ça serait intéressant d'ailleurs que tu ailles le compléter pour voir si tu avais un score élevé ou pas. Mais ce qui est bien, c'est que tu as été capable de rattraper ta vie, d'avoir des enfants aussi dont tu t'es occupé correctement, même si tu n'avais peut-être pas eu le modèle parfait. Bon, parfait, on peut dire que dans le grand ordre des choses, c'était parfait pour devenir la personne Ouais. que tu es, mais peut-être pas le modèle qu'on souhaitait. Un petit point que je veux rajouter par rapport à ça, Michel, tu me diras si ça résonne avec toi, parce que des fois, justement, comme dans un cas comme le tien, ton papa, il était absent parce qu'il n'avait pas le choix. Tu sais, on s'entend qu'il faisait ça aussi par amour pour ses enfants. Tu sais, il amenait de l'argent à la maison. Il n'était pas parti sur une bine 4-5 jours parce qu'il avait bu. Il était parti travailler, tu sais. Et quand on a cette situation-là d'absence, qui est motivée par une bonne raison, des fois, on peut tomber dans le rationnel. Comme tu as dit, on m'a expliqué dans des mots d'enfant qu'il fallait que papa ait travaillé pour gagner de l'argent. Et là, quand on tombe dans le rationnel, le danger, c'est qu'on peut se déconnecter du ressenti. Parce que le petit Michel, là, de 4 ans, 7 ans, 9 ans, rationnellement, il comprend qu'on a besoin des sous pour payer la maison, pour faire l'épicerie. Mais émotionnellement, le petit garçon, lui, là, il a envie d'être avec son père. Il a envie que Oui. son père, il vienne jouer au hockey avec lui dans le Mhm. ruelle. Et donc, des fois, cette déconnexion, on dire, OK, on va pas pleurer, on va être adulte, on va être sérieux, puis on reste dans notre tête, mais des fois, ça l'emprisonne d'une certaine façon, l'enfant intérieur, qui, lui, son besoin émotif n'a pas été comblé. Non. Non, tu as absolument raison, Chantal. Et je te dirais que ça l'a, la cicatrice que ça l'a laissée, c'est que j'étais un enfant très joyeux, taquin, un gamin. J'ai 66 ans aujourd'hui, je le suis encore, mais la cicatrice, c'est que je te dirais de l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, OK? C'est un... Comment je pourrais dire ça, donc? Le gamin qui sommeille en moi est toujours là, OK? Puis si jamais un jour tu rencontrais mes enfants, ils me trouvent très tannant et très taquin. C'est plus souvent mes enfants qui me remettent à ma place que moi. Mais j'ai de la difficulté. C'est un gros travail de le sortir. Je te dirais, 80% du temps, très sérieux. Et c'est pas moi, ça. Puis les gens, Oui, mes amis qui me connaissent, les gars qui sont autour de moi depuis que j'ai l'âge de 5 ans, eux le savent, c'est pas de problème. Mais autant mes enfants, les conjointes que j'ai eues ou des collègues de travail ou des associés, ils ont de la difficulté à s'imaginer que je suis un taquin, clown, gamin, ces choses-là, parce que j'ai comme resté figé dans un petit monsieur de oui, 9 ans. oui. Et ça, Un petit responsable. un petit homme, hein? Moi, j'étais l'homme de la maison. Puis, tu Mhm. sais, à l'âge de 10 ans, là, c'est moi qui allais faire la commande pour toute la famille au marché Richelieu, au coin de la maison. Puis j'ai fait ça de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, parce que ma mère et mon père sont dyslexiques. Ils ne savaient pas compter. Et mes 3 enfants, j'en ai 2 qui sont dyslexiques. Donc, c'est drôle comment est-ce que Mhm. c'est la vie. Oui, Et moi, je suis très bon en mathématiques. Donc, à partir de 10 ans, je prenais ma petite brouette, j'allais au coin de la rue, ma mère avait écrit tout ce que ça prenait, je le donnais au monsieur, je ramenais ça. Donc, c'est moi qui nourrissais la famille. wow. Très Et symbolique aussi, hein. Ben, tu vois-tu aussi comment c'est toi qui nourrissais la famille, et donc qui te nourrissait toi. Et donc, tu comprends comment ça peut avoir été transformé dans ce besoin de nourriture ben, tellement externe. que c'est Hmm. tellement que j'ai appris à me faire à manger à partir de l'âge de 10 ans. Moi, j'ai de peu de souvenirs de ma mère qui me fait à manger.
Évidemment, quand on a 10 ans, on ne se fait pas des châteaux brillants ou des sauces à spaghetti. On mange, je vais te le dire, on mange, je m'en souviens comme c'était hier, parce que mes sœurs me taquinent souvent avec ça, je mangeais des sandwichs à la mayonnaise. Je mangeais des sandwichs au beurre, je mangeais des sandwichs au cornichon, je mangeais des céréales cornflakes avec beaucoup de sucre, hein, parce que des cornflakes avec du lait, ça ne coûte rien. Donc, j'ai développé cette autonomie. Cette autonomie, mais en même temps, sur la base d'une carence. Ben oui. La carence de la présence, la carence de l'affectif, parce que, qu'est-ce que tu veux, il n'était pas là. Et la carence de la présence des parents, parce que là, dans cette dynamique-là, c'est toi qui se ramasses l'adulte de la situation. Donc, donc, tu es allé te nourrir comme tu pouvais. Alors, on peut facilement comprendre, encore une fois, que quand il y a un événement adverse ou négatif de l'enfance, après ça, il y a un cumul. Et puis, évidemment, quand tu te fais à manger, moi aussi, j'ai été beaucoup laissée à moi-même, quand tu te fais à manger très jeune, ben, tu manges ce qu'il y a, ce qui est facile à faire, puis c'est pas habituellement des aliments hyper santé, surtout à notre époque, on découvrait les craft dinner, puis les trucs au micro-ondes un peu après. Donc, c'est sûr que c'était pas ce qu'il y avait de plus santé. Et, ben, tu sais, en même temps, c'est super qu'on ait de la résilience et d'être capable. Et moi, des fois, je suis obligée de me le rappeler parce que c'est sûr que quand on a eu un parcours des fois difficile et qu'on a passé beaucoup de temps en thérapie ou dans mon cas, à devenir thérapeute et en thérapie, quand tu es perfectionniste en plus, ben, tu voudrais que tout soit réglé, que tout soit réparé, que tout soit parfait. Et des fois, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein dans mes mauvais jours. Et en même temps, ben, je me dis, ben, c'est quand même super que des gens qui ont vécu le genre de transition sociétale qu'on a vécu, on est arrivé à faire des enfants qui sont pas des psychopathes, qui sont des membres honorables de la société, qui ont probablement moins de carences que nous autres, on en a eu. Puis, tu sais, qu'on soit là pour en parler. Puis, je trouve ça intéressant que tu parles de l'humour parce que c'est un truc que j'ai remarqué pour accompagner des gens dans des processus comme ça, que très souvent, quand on fait du travail sur l'enfant intérieur, les gens vont souvent retrouver une joie de vivre qui était justement comme enfermée. Et souvent, les gens aussi qui ont pour survivre du s'auto-médicamenter ou se médicamenter avec des antidépresseurs, toutes sortes de trucs, ben, c'est vrai que ça anesthésie la douleur, la tristesse, beaucoup d'émotions, mais ça anesthésie aussi la joie de vivre. Donc, quand on commence à faire du travail plus en profondeur, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est très souvent présent. Les gens retrouvent une certaine légèreté, une certaine joie de vivre qui ne se rappelait pas, qui était encore enfermée en dedans d'eux en réalité. Puis en même temps, quand on voit des gens qui ont travaillé sur l'ego, qui sont plus dans leur authenticité, je veux dire que la plupart des gens sont très coquins, sont très, ils ont un côté bon enfant. Et je pense que c'est grâce à ça, hein. C'est qu'il y a une partie de nous qui a dû vieillir avant son temps, puis Oui. on a comme gardé précieusement la partie enfant. Et là, quand on se retrouve dans un milieu, on va dire, plus sécuritaire ou plus sain, ben on a comme ce besoin-là de laisser sortir l'enfant intérieur puis de retrouver notre gaieté en réalité. J'ai eu la chance d'aller en République le mois dernier. J'étais à la Romana et j'étais dans un bel hôtel. J'étais célébrant pour le mariage de mon fils. Nice. Et c'est eux qui avaient choisi l'hôtel. Donc, la moyenne d'âge était à 50 ans et plus. Et à un moment donné, il y a deux piscines. Une piscine très tranquille, puis une piscine un peu moins tranquille. Évidemment, j'étais dans la piscine un peu moins tranquille. Et à un moment donné, ma fille me dit, Papa, tu es tout seul dans la piscine avec ton ballon de football, ta casquette en arrière, tu as de l'air de mon petit-fils a 5 ans. Elle dit, j'avais l'impression de voir Victor, qui s'appelle, j'avais l'impression de voir Victor. Il y avait 300 personnes, tu étais le seul dans la piscine qui s'amusait avec un ballon
un mini ballon de football fluo-orange, la casquette à l'envers et qui dansait sur le bord de la piscine plus que les géos du club. Et quand elle m'a dit ça, je m'en souviens, mais je ne m'en souviens pas. Dans le sens que quand le gamin remonte en moi, tout disparaît. Oui. Tu étais Tout dans le moment disparaît. présent, tu étais Exactement. connecté, tu étais ce Ouais. qu'on appelle in the flow. Tu étais dans le Et courant. c'est ça qui fait que j'ai une joie de vivre, que je veux vivre. J'ai mon cousin qui est décédé le mois dernier à l'âge de 64 ans et d'un cancer. Et malheureusement, c'est un athlète qui a eu une grande blessure. Il aurait pu jouer dans la Ligue nationale, mais bon, après ça, il a fait des mauvais choix de vie. Et malheureusement, il est décédé. Et on a passé 3 jours ensemble sur une ferme de mes amis et à se remémorer le bon temps. Puis le bon temps, là, c'était entre l'âge de 10 ans et 15 ans. On n'était pas capable, après l'âge de 15 ans, d'avoir des moments de bon temps. Oui. Et Ben, c'est c'est ça souvent qui. quand on a commencé à travailler, hein, on travaillait à Ouais, 16 ben ans. moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans. Je travaille depuis l'âge de 14 ans, donc j'ai plus travaillé que m'amuser Oui, dans ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai mon entreprise et je suis à l'âge de la retraite, mais je ne suis pas à la retraite. Je m'amuse. Je fais des choses qui fait que je m'amuse. C'est important. Je veux finir les 25 dernières années de ma vie parce que mes 2 grands-pères ont décédé à l'âge de 100 ans. Donc, je me dis, bon, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais attention, je vais probablement me rendre jusqu'à 102 ans, mais je veux les vivre dans le plaisir, dans la oui, joie, dans la santé. Et ça, c'est peut-être tout ce que. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, puis tu parlais de la résilience, s'il y a quelque chose que ce moment de ma vie m'a peut-être apporté, c'est d'être une personne très résiliente, d'être une personne autonome, débrouillarde, sociable, sportive, d'être un papa hyper présent, comme peu d'hommes, je pense, peuvent l'être. Donc, tu sais, tantôt, on parlait, là, puis il y a des émotions. Il y avait presque une larme qui s'en venait. Et des fois, elle déborde, puis je pleure. ben, Mais c'est la correct. plupart, ben oui, absolument. Mais la plupart du temps, c'est du bonheur. Je me sens très privilégié à l'âge que j'ai d'avoir l'énergie, d'avoir des. Moi, j'ai des projets là, jusqu'à l'âge de 190 ans. Je ne pense pas à la mort. Je pense à. Excuse, as-tu eu la chance avec ton papa, une fois rendu adulte, je peux pas dire reprendre le temps perdu parce que je pense qu'on reprend jamais, mais as-tu pu développer une relation satisfaisante avec lui, peut-être dans les dernières années? Oui, tout à fait. Mon père a pris sa retraite à l'âge de 60 ans. Il est décédé à l'âge de 70 ans d'une crise cardiaque. Donc, les 10 dernières années de sa vie, mon père, c'est drôle la vie, hein? Mon père, à 60 ans, est devenu cycliste. Il n'a jamais fait de vélo de sa vie. Il n'a jamais fait aucun sport de sa vie. OK? Et moi, ben, je faisais déjà beaucoup de vélo. Donc, on a passé les 10 dernières années de notre vie à passer des moments sur des vélos. Et on a fait le tour de l'île de Montréal, bon, des choses. À un moment donné, il était la personne la plus âgée autour. Il a passé à la télévision ces choses-là. Je pense qu'à ce moment-là, il avait 69 ans. Dans ces années-là, à 69 ans, d'habitude, il était mort. Ouais, Lui il était sur il sur faisait son du vélo. vélo. Ouais, puis, Mais ça, c'était peut-être le petit garçon en lui, parce ben que oui, ces ben oui. hommes-là ne l'avaient pas eu plus facile, on s'entend, c'est Mon la père était à la génération guerre. d'après-guerre. Mon père a Ben fait la oui, Deuxième Guerre mondiale. ben oui. Il a travaillé dans le champ à partir de l'âge de 7 ans. Je pense qu'il était à l'école 12 mois dans toute sa vie. Tu sais. Donc, et mon père, c'est effectivement, mon père était facteur pendant 30 ans et dans mes années, justement, vers l'âge de 10 ans,
parce que j'insistais lors des journées pédagogiques. Mon père m'amenait avec lui au bureau de poste et j'ai vu mon père, puis là, j'ai des émotions, c'est des beaux souvenirs. J'ai vu mon père dans son travail. Mon père travaillait, je ne sais pas si tu connais Montréal, Oui, oui, tout à Pointe-Saint-Charles, fait. quartier les plus pauvres. Mon Oui, père avait, dans ce temps-là, c'était la PEG québécoise, le clan du bois. J'ai vu mon père pendant, j'ai peut-être été une dizaine de fois avec lui, c'est sûr, j'avais 10, 11 ans. J'ai vu un autre homme, oui. un homme qui souriait, hyper sociable. Tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. Donc, ça m'a permis, je pense, de mieux accepter son absence parce que quand il apportait les chèques d'assistance sociale, tu sais, pratiquement tout le monde était sous l'assistance sociale Ouais. dans ces quartiers-là. Mon père, c'était Dieu le Père. Ben oui, Et ben c'était oui. Dieu le Père. Il était attendu. J'ai Ben vu des oui. madames pleurer. J'ai vu des madames se mettre à genoux pour remercier mon père. J'ai vu des femmes battues, abusées, qui venaient demander de l'aide à mon père. J'ai vu toutes sortes de gestes que mon père fait. Et ça a porté, je pense, un certain baume. Tu vois, ça remonte toujours. Je pense que c'est cette expérience de sortie que j'ai eue avec lui sur son lieu de travail euh, a, a- a permis de guérir probablement beaucoup de choses. C'est bizarre parce que durant mes études universitaires et collégiales, j'ai été facteur durant l'été et crois-le ou non, j'ai fait ce qu'on appelle la run. J'ai fait ces runs qu'il avait fait lorsqu'il était facteur et je pleurais Ben pratiquement c'est tout le long. sûr, parce que c'était une façon de te mettre dans ses souliers, Oui, c'est une façon de te rapprocher de lui d'une manière, mais je trouve ça beau, Michel, que tu sois capable de voir la grandeur dans ce qu'il faisait à son niveau, parce que tu pourrais, étant donné que toi, tu étais privé de sa présence puis de son côté peut-être plus jovial, tu aurais pu aussi être jaloux carrément de son oui, emploi ou jaloux de comment il traitait les gens, parce que toi qui étais son fils, qui aurait pu t'attendre à avoir cette partie-là de lui, tu ne l'avais pas, mais tu as été capable de voir quand même la grandeur, la noblesse dans ce qu'il faisait quand même pour d'autres personnes et peut-être ça rendait plus acceptable son absence parce que tu savais qu'il y avait peut-être des gens qui avaient aussi besoin de sa présence. Mais encore là, ça fait du bien au mental, mais dans le cœur, il reste absent pareil. absolument. Absolument. Mhm. Eh bien, en tout cas, c'est une belle rencontre pour moi ce soir, Michel. Bien enchanté que tu accepté Tu sais que c'est la première de- fois que j'en parle, hein. Puis tu sais, ben, je suis encore plus honorée. je fais du développement personnel depuis 40 ans. J'ai fait de la psychothérapie, bon, des choses comme ça. Puis ça n'a jamais. C'est pour ça que quand l'invitation est arrivée, je dis bon, ben, ça serait peut-être un bon moment Tu sais, de le tu l'as faire. fait en plus en ondes. Et ça, c'est un testament aussi au fait que le corps, notre supraconscience, dans sa grande perfection, dans sa grande bienveillance, les gens, des fois, ont peur, hein, quand on commence à faire du travail avec l'enfant intérieur ou du travail de croissance personnelle. L'ego, qui est ce que j'appelle le système immunitaire de nos émotions, l'ego a créé tout un système pour garder ces douleurs-là qu'on vivait quand on était enfant. Puis on s'entend que quand on est enfant, notre monde est très restreint parce que notre monde, c'est papa, maman, nos frères, nos sœurs, nos amis les plus proches. Puis, tu sais, c'était pas comme ça aujourd'hui. Donc, quand on avait un manque par rapport à quelque chose d'aussi important qu'un pilier de notre famille, ben ça mettait quelque part notre survie en jeu.
Et l'ego, pour bien faire, pour nous sauver la vie, ben, nous a déconnectés, nous a aidés à rationaliser, à comprendre la situation, puis arrêter d'avoir mal. Puis on met l'émotion dans une petite boîte, comme un petit tiroir qu'on enlève, là, parce que comme tu disais tantôt, on ne peut pas passer notre vie à brailler. À un moment donné, il faut se lever, faire d'autres choses. Donc, Absolument. notre émotion est mise dans une petite boîte, que ce soit le sentiment d'abandon, que ce soit la tristesse, que ce soit l'humiliation à cause des pantalons de hockey. Peu importe, on met ça dans une petite boîte. Puis, la vie continue, la vie suit son cours, et puis on passe à autre chose. Mais la petite boîte, elle reste là. Et à chaque fois après ça qu'on vit des émotions qui ont une fréquence similaire, on est au travail, puis là, on se sent humilié parce que il est arrivé quelque chose, on est échappé, on est tout sale, puis là, il faut aller présenter en avant, puis notre chemise est tout sale. Pour une raison ou pour une autre, on se sent humilié. Bien là, ça vient frapper sur le petit tiroir d'humiliation. Et là, tout de suite, l'ego qui se met en place pour dire non, 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 non. Fais attention, ça fait mal, touche pas à ça, va pas dans le tiroir, va pas dans le tiroir. Et au fil des années, on met tellement d'énergie à garder le tiroir fermé que c'est toute cette grosse charge émotive qui est là, qui n'est même pas ce qui est dans le tiroir, mais c'est l'énergie que l'ego a pris pour garder le tiroir fermé. Et quand on s'approche de ça pour aller travailler, il y a toutes sortes de mécanismes de sabotage inconscient. Et une des façons que je le vois en thérapie, c'est par exemple des gens qui sont allés voir 10 autres thérapeutes avant d'atterrir chez moi. Puis là, quand je demande qui ils ont été bons, c'est tous des bons thérapeutes. Tu sais, au Québec, on se connaît à peu près entre nous autres. Donc, c'est tous des bons thérapeutes. Et ça, pour moi, c'est un des indices. Quand quelqu'un a fait beaucoup, beaucoup de changements de thérapeute, c'est souvent justement parce que quand on s'approche trop du tiroir, l'ego dit attention, on ne va pas jouer là, et là, il trouve une excuse pour changer de thérapeute. Évidemment, c'est inconscient pour la personne a l'impression qu'elle veut guérir, mais son ego sabote des fois les tentatives de guérison. Et on a l'impression que ça va être un gros volcan si on ouvre le tiroir, que ça va être. Moi, j'ai l'impression que j'allais tomber dans un précipice qui n'avait pas de fond. On a tous une image de qu'est-ce qui va se passer si on va jouer dans ces blessures-là. Mais ce que j'explique aux gens, c'est que notre supraconscience, dans sa grande intelligence, ne va pas y aller tant qu'on n'est pas prêt. Et quand on est prêt, ça se fait naturellement. Ça se fait comme ça s'est fait pour toi ce soir. Il y a une parole, il y a un livre qui va nous tomber dessus, il y a un souhait d'anniversaire qui va venir nous chercher. Ça m'est arrivé dernièrement. Une patiente m'avait donné plus d'argent pour sa consultation pour m'offrir un cadeau d'anniversaire. Et ça faisait longtemps que je voulais essayer. Il y a un hammam près de chez moi, comme un spa. Et donc, j'ai décidé de prendre cet argent-là pour m'offrir une journée au hammam. Et puis, donc, évidemment, dans l'hammam, il nous lave et tout ça. Puis, à un moment donné, la fille me dit, est-ce que je peux laver tes cheveux? Puis moi, mes cheveux, il y a beaucoup d'histoires associées à ça. J'ai eu un accident important. J'avais glissé sur une voiture quand j'avais 5 ans et je me suis coupée à plusieurs endroits sur la tête. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais des cheveux très longs, frisés. Tout le monde arrêtait ma mère sur la rue pour lui parler de mes cheveux. Et là, à l'hôpital, en urgence, bien évidemment, ils m'ont rasé la tête. Ils n'ont pas pensé à de quoi avoir l'air la petite fille qu'on va couper ses cheveux. Et donc, c'est toute une histoire, mes cheveux, pour moi. Et je laisse pas n'importe qui, pour vous dire, là, je vais chez le coiffeur quand je vais au Québec, une fois par année. J'ai de la misère à laisser des gens jouer dans mes cheveux. Alors, elle me demande si elle peut me laver les cheveux. Puis là, je suis un peu surprise, mais bon, laver, c'est pas pire. Oui, oui, c'est correct. Mais quand elle s'est mise à me brosser les cheveux, là, c'était très doux, là, les cheveux étaient mouillés, tout ça, donc il n'y avait pas de nœuds ni rien. Quand elle s'est mise à brosser mes cheveux, wow, les émotions sont montées comme ça. Là, il y a quelque chose qui venait chercher. C'est ça, des moments avec ma mère. C'était très, très puissant. Mais je sais que c'est aussi parce que j'étais dans un espace de vulnérabilité, parce que dans les dernières années, j'ai dû en mettre plein de stock dans les tiroirs, puis continuer à avancer. Et là que les choses se calment un peu, bien là, évidemment, les tiroirs veulent ouvrir tout seuls, et puis ça le fait spontanément, surgir ça.
Et je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis ramassée en pleurs alors que je suis en train de me faire laver, brosser les cheveux dans un hammam. Et puis, c'est ça qui se passe. C'est que quand on se sent suffisamment en sécurité, naturellement, un peu comme la détox, notre corps cherche à détoxifier ces émotions-là. Et puis, dès qu'on a une opportunité, le corps va les laisser remonter et c'est extrêmement sain. Ça nous permet justement de créer plus d'espace pour l'enfant intérieur, de créer une certaine libération. Et je trouve ça cool, vraiment cool aussi que tu étais capable de jouer dans la piscine. C'était le petit garçon en toi, en réalité, que tu as lâché loose dans la piscine avec le ballon de football orangé. Et mon Dieu, que la vie pourrait être tellement plus agréable si on apprenait à célébrer d'abord notre enfant intérieur, mais aussi l'enfant des autres. Tu sais, les hommes de notre génération, encore là, souvent ont été élevés qu'un gars, ça pleure pas, puis un gars, c'est ça, c'est responsable, ça amène du cash à la maison, puis en parlant avec Alain Cyr, on se rendait compte à quel point les gars, vous êtes formatés là-dedans, puis c'est plus la réalité, c'est pas ça qu'on veut des hommes qui amènent de l'argent à la maison, tu sais, mais on ne vous l'a pas montré, c'était quoi justement euh, d'être complètement dans la présence, puis dans l'accueil de l'enfant intérieur, dans la joie, dans l'appui émotionnel, dans les paroles aussi. Tu sais. J'écoutais aujourd'hui, il y a un séminaire de 3 jours avec Tony Robbins, puis j'ai ces 17 CD à Tony Robbins. Je pensais pas que. Puis je l'ai vu quand il est venu au Québec, en plus, au Palais des Congrès. Je pensais pas que je pouvais encore apprendre quelque chose de Tony Robbins. Mais qu'est-ce que tu veux, le gars, il a comme 45 ans de carrière. Fait que lui aussi, il en a. Veux-tu en entendre une bonne? Comment? Veux-tu en entendre une bonne? Oui. Moi, Tony Robbins, je le connais depuis 1983. En 83, je travaillais pour Apple en Californie. OK? OK. Robbins, il avait 22 ans. OK? J'ai été dans son 3e séminaire dans un sous-sol de restaurant. Dans ce temps-là, il avait son programme Tu marchais sur le feu. OK? Et puis on était comme. Oui, ben, il fait encore ça. Il fait Oui, on encore était ça. comme Ben oui. 10 dans la salle. Ça coûtait 25 OK? Et il était avec son veston, ses bretelles. Évidemment, il mesure 6 pieds 5, ces choses-là. Puis, c'est, Et ouais. j'aurais jamais pensé, parce que, bon, c'était bien, là, mais tu sais, il est très. À cause de sa grandeur et sa voix, là, tu as l'impression que tu es à Las Vegas plutôt que dans une salle Oui, il est avec. très showman. Puis Il est- j'avoue que. Ouais, excuse-moi, fini. mais crois-le ou non, je le suis quand même depuis ces nombreuses années-là. Et effectivement, j'ai écouté une de ses vidéos hier après-midi. Et bon, 3/4 des choses, je l'avais entendu, bon, c'est du réchauffé, des choses comme ça. Mais il y a 2, 3 petites affaires, la façon qu'il le dit, ces choses-là. Puis il parlait au niveau de lui. Moi, je ne le savais pas, mais il y avait des problèmes de boisson et de cigarettes jusqu'à l'âge de 50 ans. Puis il a décidé d'arrêter de fumer, puis il a décidé de prendre soin de son corps, puis aller chercher toute l'énergie parce que quelqu'un il a fait prendre conscience, c'est que il se dépense beaucoup parce qu'il donne un show, puis quand tu as 15-20 000 personnes, ben, pour avoir joué devant des grandes assistances, quand il y a bien du monde, tu t'en donnes plus. Ce qui fait que à l'âge qu'il était rendu, il serait tombé vide, 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 vide. Puis, ce qu'il expliquait, c'était des choses très basiques. On s'entend, là, si tu ne fumes pas, si tu ne bois pas, si tu ne manges pas de sucre, si tu manges plus de légumes, ben, il partageait ça. Mais la façon qu'il l'a partagé, ça m'a fait comme prendre conscience d'une petite affaire. Puis c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est que moi, personnellement, puis Chantal, tu fais partie de ça, de ce processus-là. Pour moi, là, tous les gens que je rencontre sont tous importants. Elles me font tous grandir. Il y en a qui me font grandir plus vite que d'autres, il y en a qui me font grandir différemment, mais tout le monde nous fait grandir. Puis je trouve que quand quelqu'un dit « Hey, as-tu lu ce livre-là » ou « T'as-tu entendu parler? »
Je m'intéresse toujours à ça parce que même si je sais beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas ou que je n'ai pas intégrées à l'intérieur de moi ou de mon hygiène de vie, des choses comme ça. C'est pour ça que moi, je trouve ça sain de toujours rester ouvert à tout le monde parce que... Oui, parce que, tu sais, c'est comme tu dis, là, moi, je pensais plus que je pouvais m'apprendre de lui parce que j'ai tout écouté, puis ça a déjà été très, très important dans ma vie. Là. Moi, ça m'a sauvé au moment de la Moi aussi, séparation avec moi le père aussi. de mon fils et tout ça. Donc, quand j'ai pu prendre ma photo avec Tony Robbins, ça a été un moment important pour moi. Mais aujourd'hui, c'est quand il parlait justement de la question de l'amour, qui disait que souvent les pères encore là qui disent pas à leurs enfants qu'ils les aiment, puis qui disent ouais mais moi je le dis pas mais je le montre, mais que ça crée cette carence-là et ce problème-là. Et je pense que les gars, vous avez rattrapé le ballon parce Ouais. qu'effectivement, j'en connais plein d'hommes là, qui n'ont pas eu ça, qui sont capables de dire à leurs enfants qu'ils les aiment, puis qui sont présents, puis tout ça. Mais c'est juste d'être conscient aussi de l'impact de ces choses-là, des paroles qu'on dit ou qu'on ne dit pas aux enfants, puis j'inviterais, puis je m'inclus là-dedans, les femmes à des fois être un petit peu plus indulgentes par rapport à nos attentes, par rapport aux hommes. Puis encore là, nous autres aussi, on a des besoins parce que le fait qu'on a eu des hommes qui, des fois, n'ont pas pris complètement leur place comme mâle alpha, comme on l'aurait souhaité, nous autres, on est obligés d'être dans notre femelle alpha, puis des fois, on a un peu plein de cul, honnêtement, tu sais. Fait que c'est sûr que nous autres aussi, on a des besoins, puis on a des attentes, mais des fois aussi de conscientiser que ce qu'on demande aux hommes aujourd'hui, tu sais, c'est pas comme ça qu'ils ont été enculturés, puis ont fait ce qu'ils ont pu, puis ils nous arrivent à 50 ans, puis à 60 ans, euh, à coup d'essais, d'erreurs, à coup de femmes aussi qui étaient dans leur processus d'essais-erreurs, et puis on se retrouve là, comme société, et de peut-être, justement, maintenant qu'on le sait, tu sais, quand on fait des ateliers de croissance personnelle, combien de fois ça arrive qu'on arrive, en tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement, tu arrives dans une salle où tu connais pas le monde, puis là, tu regardes, puis là, il y a une face qui te revient pas, puis là, tu te dis, ah, j'espère que je ne serai pas obligée de travailler avec cette personne-là. Mais moi, c'est immanquable. Si je dis ça, tu peux être sûr. Fait que là, des fois, je le pense, mais je me fais croire que je ne le pense pas parce que je sais que si je le pense, c'est sûr, je vais travailler avec. Mais de toute façon, je travaille avec. Puis après ça, quand on découvre réellement la survie de cette personne-là, la résilience, que tu comprends à quel point c'est un être qui est rempli de souffrance, puis que cette cuirasse, puis cette mascarade qu'elle présente au monde, c'est son adaptation, c'est son moyen de survie, ben, on tombe dans la compassion puis dans la bienveillance. Ben, je trouve que des fois, parce que c'est notre partenaire amoureux, c'est plus dur de faire ça parce qu'on est dans nos blessures à nous, dans nos besoins à nous, mais peut-être de se rappeler aussi que, tu sais, des fois, là, ton chum, hein, oui, c'est peut-être 5 jours cette semaine qui s'en va faire du sport, mais c'est peut-être le kid intérieur là, avec lequel il reconnecte, puis d'avoir des chums de gars, puis d'être dans la compétition. Il a peut-être pas eu la chance de faire ça quand il était jeune. Puis en même temps, c'est sûr que si les hommes nous le communiquent, on va peut-être mieux le, le comprendre puis le partager, mais je pense on doit se donner un peu un break là-dessus comme adulte puis comme société qui tu sais, ça n'a pas été évident. Là. Quand on regarde la quantité de personnes qui ont été abusées au Québec, le taux d'alcoolisme qu'il y avait, tu sais, moi aussi je me rappelle, tu sais, tout le monde est alcoolique, moi dans ma famille, là, tu sais, on allait à l'épicerie, c'était des 2 puis des 3 caisses de 24 dans le panier d'épicerie à chaque semaine. Quelqu'un arrivait chez nous à 10 heures le matin, le week-end, c'était une bière. Chez nous, il n'offrait pas de café. C'était des Moi, bières c'est qui pareil. sortaient Moi, c'est même à pareil. 10 heures le matin. Mm. Oui. Fait que, tu sais, puis la religion catholique au travers de ça, puis tout ce que ça a entraîné. Fait que c'est sûr qu'on a tout un On a, bagage. On est coqués. on a On un est travail. coqués. Ouais, ben c'est ça. C'est un travail de. Tu sais,
je pense que je suis à ma 8e transformation dans les 40 dernières années, puis je pense Wow! qu'il va en avoir d'autres. Parce que comme tu l'as dit, j'ai dû me construire ou me reconstruire, me réparer ces choses-là puis je pointe personne, là. Tu sais, c'est la vie. Moi, c'est la vie. Comme tu disais tantôt, là, je pense pas que mon père a fait exprès. Je pense pas que ma mère a Mais fait non, exprès. mais non. Je pense pas que mes camarades de hockey, les C'était coachs, ça la vie. les professeurs, tu sais, c'était ça. Tu sais, je punis personne. Je me suis responsabilisé. Mais je le sais que euh, je suis une bien meilleure version de moi que j'étais il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. OK? Et je n'ai pas l'impression que je suis rendu à la dernière version encore. Heureusement, heureusement. Heureusement, heureusement. Mais c'est un beau cadeau que la vie m'a donné d'avoir pris conscience rapidement qu'on peut s'améliorer, on peut se guérir, on peut devenir une meilleure version de soi-même, d'une part, et d'autre part, que ça peut inspirer des gens autour de soi. OK? C'est tellement Et ça. et Puis, tu sais, comme moi, personnellement, je suis en meilleure forme physique que mes 3 enfants. Puis je me dis peut-être un jour, je vais les inspirer. quand Et ils vont être prêts. exactement, moi, j'impose rien. Là. Tu sais, je suis très sportif, puis j'impose rien à personne. Je le fais pour moi en premier. Mais je me dis, si ça peut inspirer des gens, je le sais, là, je suis rendu à 66 ans. Je ne te le cacherai pas, les gars autour de moi, ils ont de la misère à me suivre. Là. Je fais plus de sport avec des gars de 40 ans puis 30 ans que des gars de 66 C'est ans. vraiment super. Mais tu Mais sais que c'est ça aussi qui fait que, tu sais, exemple, bon, si je me fais évidemment aborder par des gars pas mal plus jeunes parce que je suis une étrangère, puis tout ça. Mais ça m'arrivait même quand j'étais au Québec et les gars ont souvent cette prétention de penser qu'on veut absolument être avec des hommes plus jeunes parce qu'on est en arrière de notre jeunesse. Mais moi, je suis tellement mieux dans ma peau en vieillissant. C'est tellement moins souffrant d'être moi mhm, à 50 ans qu'à 30 que j'ai pas pantoute envie de retourner en arrière. Et c'est ça, je pense, le cadeau. Tu sais, quand on disait, bon, quand j'étais jeune, ma mère, elle disait souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et c'est vraiment ça, tu sais, c'est que on est des meilleures versions et les gens qui arrivent à être dans leur meilleure version au lieu d'être dans l'apitoiement, puis le ressentiment, puis toutes ces choses-là, ben on vieillit bien en général et ouais. ben c'est ça qui fait qu'on a envie, tu sais, de justement de rencontrer des gens de notre âge. Parce que quand tu as fait un travail sur toi, puis tu as atteint une certaine maturité, tu n'as pas envie d'être avec des gens qui sont encore dans leur ego, puis dans essayer de prouver au monde que, puis tu sais, il y a une richesse intérieure qui se développe et ce qu'on perd peut-être au niveau de la beauté du contenant, ben on le développe en contenu et c'est ça qui est fascinant. Tu sais. Effectivement, effectivement. Non, la vie vaut la peine. En tout cas, ça, c'est moi, mais je trouve que la vie vaut la peine d'être vécue. Même si mes grands-pères sont décédés à 100 ans, je te dirais les 10, 15 dernières années de leur vie n'étaient pas nécessairement des vies de qualité. Et Ouais. moi, ben, je veux casser le moule, puis je veux vivre jusqu'à 100 ans, mais je veux vivre. Je veux pas juste Oui, exister pas là. juste survivre. Oui, Non, c'est non, ça. pas. Puis mes enfants sont conscients que si jamais il y a un jour j'ai de l'air d'un légume ou d'autres choses du genre, on On tire la tire la plug. plug. Ouais, il n'y Oui, a oui, personne oui. qui Je veux veut pas être. vivre comme ça. Non, non, pas du tout. Puis Mais surtout écoute, pas moi. c'est vraiment le fun parce qu'on on est passé de parler des expériences traumatisantes de l'enfance à des moyens de piéger dans notre résistance en réalité, puis d'arriver à un point où tu dis, ben moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans, puis je veux jouir de la vie. Je un très peu de vie, moi, je vais en profiter. Alors, je trouve ça vraiment cool. J'aimerais ça. J'avais mis le lien au début, je peux le remettre parce qu'il y a eu plusieurs commentaires qui sont rentrés que, évidemment, parce que je suis coquette, je veux pas lire avec mes lunettes. Il y a un commentaire, juste un instant, je vais remettre le commentaire à l'écran de, bon, si j'y arrive, l'invitation. Bon, j'y arrive pas. Paraît qu'on peut juste la copier une fois.
mais vous devez être capable sans problème de la voir au début de la présentation. Il y a le lien pour venir nous rejoindre en nombre. Donc, si c'est quelqu'un qui a envie de se joindre à nous, de nous partager un petit peu leur vécu, on pourrait regarder s'il y a des enseignements qu'on peut tirer de ça, s'il y a des trucs qu'on peut mettre en application. Alors, je vous laisse vous déjeuner, puis je vais juste peut-être faire un petit 5 minutes. En fait, Michel, je vais te laisser aller là-dessus, puis s'il y a quelqu'un qui veut venir me rejoindre, je vais le faire, sinon je vais juste clore avec quelques trucs pour travailler l'aspect justement de la résilience. Je te remercie infiniment d'avoir été là. Belle découverte pour moi. Je pense que je vais me permettre de t'inviter pour d'autres sujets, pour ton éloquence et ton ouverture. C'est bien gentil. Écoute, c'est un immense plaisir. Comme je te dis, première fois que j'aborde ce sujet-là et je me sens plus vivant encore. Donc, c'est aussi un beau cadeau que tu me fais en m'invitant. Je te remercie beaucoup. Ben, je suis honorée. Merci, Michel. Bonne fin de soirée. Bye. Bye. Alors, gang, on reste là. Nous, je veux juste voir si quelqu'un d'autre a envie de venir partager un petit peu son expérience avec moi. En attendant, je voulais vous parler un peu de ce qui arrive avec ces expériences, puis le cumul des expériences, c'est que ça affecte notre système nerveux. Donc, on a deux composants du système nerveux, le système sympathique et le parasympathique. Le parasympathique, c'est celui qui nous calme, c'est celui qui contrôle notre respiration, le fait d'avoir envie d'aller aux toilettes, etc. C'est contrôlé par le parasympathique, on n'y pense pas. Et le sympathique, c'est la réaction de lutte ou de fuite. Alors, évidemment, quand on a des traumatismes d'enfance, souvent on reste avec le piton ou la pédale à gaz que j'appelle de lutte ou de fuite collée. Et ce message de lutte ou de fuite, ces hormones de stress, elle affecte un grand tuyau, d'une certaine façon, qui passe sur le devant de notre corps qu'on appelle le nerf vague. Et le nerf vague, donc, c'est lui qui gère l'équilibre entre le système nerveux sympathique et le parasympathique. Et quand on a cette suractivation du nerf vague, ou au contraire, les gens qui sont dans cette réaction de se sentir gelé, hein, vous savez, le freeze response qu'on appelle, donc ce qu'Henri Laborit a appelé l'inhibition de l'action. Alors, dans ce cas-là, c'est un hypofonctionnement du nerf vague. Donc, ils sont vraiment comme effondrés. Hein? On en connaît tous des gens comme ça. Ils se lèvent le matin, ils sont fatigués, ils n'ont pas le goût de vivre, ils n'ont jamais de zeste en réalité. Ou à l'inverse, les gens qui sont hyper réactifs, qu'on a toujours l'impression de marcher sur des œufs quand on est autour d'eux parce qu'ils sont toujours prêts à exploser. Ils sont en état de lutte ou de fuite. C'est justement souvent des gens qui ont des problèmes d'insomnie, qui peuvent s'automédicamenter parce que c'est difficile d'être dans cet état-là avec la nourriture, comme c'était le cas de Michel, l'alcool, les drogues, etc., etc. Alors, il y a des choses qu'on peut faire pour normaliser le fonctionnement de notre nerf vague et rééquilibrer notre système nerveux. Et la chose la mieux documentée scientifiquement et celle qui fonctionne le mieux dans mon expérience personnelle et dans mon travail comme clinicienne, c'est vraiment la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, la beauté de la chose, c'est que c'est gratuit. Tout le monde peut faire ça, il n'y a aucune contre-indication. Vous pouvez le faire en tout temps, vous pouvez le faire partout. Vous avez simplement besoin pour vous aider de télécharger une application sur votre ordi ou sur votre cellulaire. Vous pouvez même le faire sans l'application. Mais avec l'application, c'est bien parce que ça nous aide à focusser sur ce qui se passe à l'extérieur et laisser notre corps s'auto-réguler. Et la cohérence cardiaque, pourquoi ça fonctionne tellement bien? C'est parce que ça permet de recalibrer justement à travers nos respirations. Les respirations aident à tonifier notre nerf vague. Donc, on inspire en 5 temps et on expire en 5 temps aussi. Et les applications sont tout simplement différentes variations. Des fois, c'est des vagues avec un petit ballon qui monte, qui descend. Une que c'est des bambous. Peu importe. L'idée est d'inspirer en comptant jusqu'à 5 et d'expirer en comptant jusqu'à 5. Et ce travail de respiration, c'est comme un massage pour le nerf vague et ça va rééquilibrer le sympathique et le parasympathique.
Et ça, ce que ça va faire, c'est que nos ondes cérébrales et nos ondes cardiaques, quand on est en état d'hyperactivation, il y a une, il y a une discordance entre les deux. Et plus on est discordant, plus on est incohérent, plus on est dans cet état de lutte ou de fuite ou d'anxiété ou de stress ou éventuellement de dépression. Et plus on arrive à reprendre le contrôle sur la cohérence entre nos ondes cérébrales et nos ondes cardiaques, grâce à ces respirations très simples, eh bien, plus on calme notre système nerveux. Et si on s'entraîne à faire ça tous les jours, 3 fois par jour, 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes le soir au coucher, on arrive à un état où on est presque tout le temps en cohérence. Et oui, peut arriver un grand stress qui va nous sortir de notre incohérence, mais il y a comme une mémoire dans notre corps qui s'installe et qui ne se sent pas bien quand on sort maintenant de notre état de cohérence et tout de suite on revient à nos respirations et on reprend notre état de cohérence intérieure. Et donc, la cohérence cardiaque, ça a été beaucoup étudié scientifiquement. Des chercheurs comme Joe Dispenza a appliqué à des milliers de personnes. Il y a plein d'appareils qu'on peut acheter, des trucs à 200-300 $ pour pouvoir mesurer avec un sensor notre cohérence et tout. Et oui, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer ces choses-là, mais moi, je suis toujours pour la simplicité dans la santé parce que être en santé, c'est ce que le corps sait faire naturellement. On ne devrait pas avoir besoin d'un million de gadgets. Donc, si ça vous intéresse, oui, mais même sans gadgets, on peut tout simplement faire les inspirations et les expirations. Ce qui est important, c'est de toujours commencer par un petit moment pour se grounder, comme je vous en parle souvent, parce que c'est dans notre état d'être groundé que notre système nerveux peut se permettre de se calmer un peu et de se laisser aller dans cet état d'équilibrage qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, l'Emotional Freedom Technique est une autre très belle approche, la technique de libération émotionnelle qu'on peut utiliser pour relâcher des genres de traumatismes dont on parlait ce soir. Et je vais vous en parler de long en large dans le masterclass du 10 février qui s'intitule SOS, système nerveux. Donc, on va parler de tout ce qu'on a besoin de savoir par rapport au système nerveux, l'hygiène de vie, l'alimentation, les bons suppléments pour le système nerveux, comment favoriser le sommeil, euh, évidemment les 2 techniques dont je vous ai mentionnées, et on va avoir du temps à caméra ouverte pour aborder ensemble des choses qui peut-être affecte votre système nerveux. C'est un masterclass, la journée au complet de 9 h à 16 h avec une pause pour le lunch. C'est enregistré. Vous avez les beaux documents que je me plais toujours à vous préparer. Donc, ça va être une super belle journée. C'est un beau cadeau à vous offrir, 59,99 plus taxes. Si vous avez fait système nerveux l'année passée, je vais vous envoyer un coupon pour 50 de rabais. Donc, ça va être à 30 $ plus taxes. Alors, je vous invite vraiment à venir participer à cette journée, à conserver vos enregistrements si vous n'êtes pas disponible ou même si vous êtes dispo, mais pour pouvoir y revenir quand vous en avez besoin. On le sait tout le monde, ça fait 3 ans et demi qu'on passe des moments difficiles, on a vécu toutes sortes de deuils, on a vécu toutes sortes de stress, l'isolement, ça a souvent fait remonter justement des situations qu'on avait vécues ou des traumatismes qu'on a vécus dans notre enfance. Et cette conjoncture planétaire dont je vous ai parlé, de Pluton qui est entré depuis la semaine dernière dans le Verseau, amène ce travail de libération des vieilles choses en nous comme de libération des structures externes dans la société, mais ça nous appelle à faire ce travail à l'intérieur de nous aussi, qui va nous permettre de relâcher ces vieilles émotions, ces vieilles vibrations qui sont dans des sphères inférieures et de pouvoir continuer à s'élever en conscience et à s'ouvrir de plus en plus à cette belle famille d'âmes et dans l'amour et la bienveillance qui est ce vers quoi on s'en va. Alors, je vous invite vraiment à vous offrir ce beau cadeau, à vous offrir cette journée. Je l'ai concentré dans une journée pour que ça soit facile à insérer dans votre vie et à l'offrir aux gens aussi que vous aimez, à qui vous pensez que ça peut faire du bien. Vous savez que je suis énormément censurée, donc ça m'aide beaucoup et ça aide les gens autour de vous lorsque vous présentez, partagez ces formations, ces lives que je vous fais complètement gratuitement dans le but
qu'on aille tous vers plus d'autonomie en santé, plus de souveraineté en santé, vers un monde meilleur. Alors, je vous invite à partager le live si ça vous a apporté quelque chose sur vos murs, aux gens que vous appréciez, à vous inscrire peut-être sur ma chaîne YouTube pour être avisé quand il y a les lives, mais vous savez que les santé sans censure sont les vendredis soirs à 19h. Donc, même si vous ne recevez pas à cause de la censure de notification, venez nous rejoindre et partagez, partagez, partagez. Et si vous savez que cette... Pardon. Si vous savez que cette masterclass, mon Dieu, quelque chose qui a passé de travers, du 10 février vous appelle, faites-vous ce cadeau. Je vous garantis que vous allez en avoir pour beaucoup plus que 60 $ ou faites-le à une personne que vous pensez qui peut en avoir besoin. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Je n'ai pas de nouvelles personnes qui ont voulu venir échanger avec nous de ces expériences. Il y a des gens qui m'ont contacté aujourd'hui quand j'ai annoncé que je cherchais et plusieurs personnes m'ont dit, j'aimerais ça, mais les gens sont encore en vie, donc je ne veux pas parler de ces situations-là. Pensez-y. Je vais faire d'autres émissions du genre. Pensez-y. Ma famille, sauf pour ma mère, est encore en vie. Et vous savez que je parle ouvertement de la situation. Je pense que lorsqu'on garde des agresseurs, des abuseurs, qu'on en fait une mission de les protéger, on ne se rend pas service parce que ces situations d'ombre deviennent maintenant les nôtres. Et donc, ce qui donne du pouvoir à l'ombre, c'est justement le secret. Alors, je vous invite, si vous ne voulez pas le faire en ondes, je peux comprendre, mais je vous invite à ouvrir ce tiroir, à avoir le courage d'aller dans ce tiroir. Et je vous promets que si votre supraconscience vous laisse aller là, c'est que vous êtes prêt, vous avez les ressources en vous pour accueillir ce qui est, pour accueillir ces événements qui se sont passés. Et au besoin, vous faites appel à des professionnels comme moi, comme d'autres, si vous préférez aller en personne. Mais c'est important à ce point-ci de notre évolution de faire ce travail, d'aller chercher l'enfant intérieur par la main, d'ouvrir ses vieux tiroirs et de se délester d'un bagage qu'on porte en nous, qui affecte notre estime de nous-mêmes, qui peut ternir d'une certaine façon, procurer un certain sentiment d'humiliation pour des choses qu'on a subies, dont on n'était pas responsable. Alors, on n'était pas responsable de ce qui s'est passé, mais on est responsable de notre guérison maintenant. Alors, je vous invite à avoir le courage de plonger et puis un pas à la fois avec des outils comme ceux que je vais vous partager le 10 février. Le 31 janvier aussi, il y a un webinaire. Si vous êtes membre du membership, vous allez recevoir le lien pour le webinaire gratuit, en fait, le code pour aller vous inscrire. Et si vous n'êtes pas membre, vous pouvez vous procurer le webinaire au coût de 14,99 sur la théanine. La théanine, c'est une superbe substance sous forme de supplément qui nous aide beaucoup à travailler l'état d'anxiété intérieure quand on est dans cet état chronique de lutte ou de fuite qui peut être généré par les situations traumatisantes de l'enfance. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Ça me fait drôle de voir des petits chiffres. On était 40, 50 ce soir, d'être en bas de 100. Je vous avoue que c'est un peu douloureux parce que je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à préparer les émissions. Et je suis passée d'émissions qui étaient vues à 10 000 à maintenant des émissions qui sont vues à 2 500, 3 000, ce qui est quand même, on s'entend, intéressant. Et d'avoir toujours 300-400 personnes live à 40, 50, c'est un peu difficile. Mais on continue la mission et je vous invite réellement à partager l'information, à aviser les gens autour de vous. Et je vais m'installer progressivement sur d'autres plateformes pour essayer d'avoir plus de visibilité. Alors, de toute façon, je fais confiance au processus. Je pense que les personnes qui doivent être là sont là. Et pour le reste, ben, je fais confiance. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Bon week-end. On se retrouve dimanche soir pour les belles rencontres. Ciao, ciao.